Après la fusion de deux ministères, celui de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en un seul ministère dénommé ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Son Excellence, le ministre Dr Gaspard Manyengimbona a réuni ce 6 juillet 2020 à l'École normale supérieure différents responsables des deux anciens ministères et des institutions de leur ressort pour échanger sur les stratégies adoptées pour le bon fonctionnement du nouveau ministère. Monsieur Hermenegilde Bouri-Koukié, secrétaire permanent à l'ancien ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle, a présenté l'ancienne structure, les missions, les grandes réalisations ainsi que les défis que devait surmonter l'ancien ministère. Professeur Frédéric Bangirimana, secrétaire permanent à l'ancien ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a, à son tour, procédé de la même manière. Avant les échanges, le ministre a fait une présentation sommaire des missions, des actions à court et à moyen terme du ministère dont il a la charge. Les échanges ont porté essentiellement sur les défis à relever en se basant sur les expériences obtenues, que ce soit au niveau de l'enseignement fondamental, post-fondamental, l'enseignement des métiers et l'enseignement supérieur. Les aspects abordés étaient notamment liés à la qualité de l'enseignement, la langue d'enseignement, la valorisation de la recherche, les projets de loi, la collaboration et la communication interministérielle, l'adéquation des formations du fondamental à l'enseignement supérieur, les suffisances budgétaires, etc. Ici, à l'École normale supérieure, nous sommes en train de faire tout notre possible pour améliorer la qualité. Et vous avez mentionné le matériel didactique fabriqué avec des outils de bord, des moyens de bord. Je crois qu'avec la fusion des deux ministères, ça va nous être plus facile. Nous sommes à l'étape d'aller sur le terrain, de prendre le matériel qui est utilisé, de le démonter et de reproduire, de faire la reproduction. Et c'est là où nous sommes. Maintenant, je vois que ça va être facile. C'est une action déjà entamée avec le service de recherche et les services de recherche et académie. Quand j'ai analysé les trois présentations, vous avez toujours dit de collaborer avec les autres ministères. Moi, je pense que le premier ministère clé avec lequel il faudrait collaborer, ça serait le ministère des Finances. Madame a parlé des documents qui existent et avec lesquels on pourrait se servir pour améliorer la qualité. Nous avons beaucoup de documents d'orientation, mais qui nous sont difficiles à mettre en œuvre à cause des moyens. Dans la présentation de M. le secrétaire permanent, il a parlé du budget alloué à la recherche à l'Université du Burundi et à l'ENS. On a toujours alloué des budgets pour la recherche à l'Université du Burundi, mais on reçoit toujours des blocages au niveau du ministère des Finances, alors qu'on veut engager le budget de l'Université du Burundi. Et cela se fait parce qu'il y a de l'incompréhension, pas de l'autorité, je dirais, pas du ministre des Finances, mais peut-être des techniciens qui ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Et je pense donc à ce niveau, il faut vraiment une stratégie de communication pour convaincre nos partenaires des autres ministères. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'ai vu qu'au niveau de l'ancien ministère de l'Éducation, on envisageait une réforme des curricula. Et je me souviens, lors de la retraite des hauts cadres de notre ministère à Gitega, on avait recommandé la révision des programmes de l'enseignement supérieur pour se conformer au programme du fondamental et du post-fondamental. On a déjà commencé avec l'ENS et l'IPA, donc maintenant nous utilisons de nouveaux programmes. Et voilà maintenant que je vois qu'on envisage la révision encore des programmes, alors que nous sommes à l'enseignement supérieur, en train de réviser nos programmes pour s'adapter à ce qui se fait au fondamental et au post-fondamental. Maintenant où je vous parle, il y a une faculté qui est en retraite pour réviser
l'approche méthodologique et réviser aussi le programme afin de s'adapter au programme du fondamental et du post-fondamental. Je pense qu'au niveau des institutions d'enseignement supérieur, nous avons besoin d'une certaine orientation parce que je suppose que ce qui est en train d'être fait probablement à l'Université du Burundi est en train d'être fait aussi même dans les universités privées pour s'ajuster à ce qui a été fait au fondamental et au post-fondamental. Permettez aussi que je sois fidèle à moi-même, je commence par rallier dans mes réactions. Monsieur le recteur, je voudrais d'abord vous tranquilliser. Pourquoi? Parce que ce qui vous a dérangé, vous voulez vous adapter à quelqu'un qui ne s'adapte pas à lui-même. C'est ça? Et donc, il faut attendre la stabilité. Et j'ai l'impression que cette stabilité, elle est là. Elle est peut-être la cause lointaine de son mariage actuel. Ça veut dire que tout sera maintenant orienté sous une même logique et c'est l'unicité du secteur qui va, disons, en profiter. Et mon intervention va se focaliser sur le point central qui est la qualité, mais en donnant un des outils que j'estime qui pourrait nous aider, c'est l'outil communication. On n'y a pas suffisamment insisté. L'outil de la communication, il me semble qu'on devrait faire, je ne vais pas dire des ateliers, mais en tout cas faire une recherche sur la manière dont ce méga ministère, parce qu'il est vraiment méga, pourrait être géré à travers la communication. Et là-dedans, il y a plusieurs défis. Il y a notamment le défi des ressources humaines. Il y a le défi des moyens. Est-ce que si on va depuis le supérieur jusqu'au niveau le plus bas, il y a moyen de communiquer? Peut-être, bien sûr, à travers les différentes structures. Mais quel est ce moyen? Est-ce qu'il y aurait une plateforme qui pourrait rassembler? Parce qu'on a besoin d'informations pour pouvoir fonctionner. Et si on n'a pas cette information, et si les gens ne sont pas formés, ou bien ne sont pas conscients que c'est cette communication qui va aider le ministère, ces statistiques qui vont donner l'outil au ministère de pouvoir fonctionner, ça va être difficile. Donc une réflexion par rapport à la gestion du système de communication dans son méga ministère. La CNES a évoqué la question de communication, la stratégie, c'est beaucoup plus une stratégie qu'une action spontanée. Et on a beaucoup d'atouts. On a beaucoup d'atouts, notamment avec cette radio coréenne de Ragakura, qui, au besoin, pourrait fonctionner 24 heures sur 24. N'est-ce pas, monsieur le directeur? C'est possible? C'est faisable. C'est faisable. OK? Alors, on a aussi, quand même, et ça, il faut le reconnaître, cette couverture nationale du réseau de la fibre optique. Vouloir ou pas, c'est quand même une opportunité. Parce que c'est une couverture. Et j'ai l'impression que la société Vietel, à l'époque quand ils faisaient le réseau, je pense qu'ils avaient signé de fournir Internet gratuitement aux écoles. Ça, on doit chercher. Et si on combine avec le projet Nyakiriza, je pense qu'en même temps qu'on a l'électricité solaire sur les écoles, rapidement on les raccorde sur le réseau de la fibre optique. Moi je voudrais aborder le défi de langue française. Et vous avez bien dit, en donnant un exemple, que nos lauréats ne s'expriment pas convenablement. Moi je pense qu'il y a une habitude qui a été abandonnée et qui pouvait résoudre la question. Si je me rappelle, il était exigé dans les écoles que les enfants parlent français lorsqu'ils se présentent devant un responsable. Cette habitude a été abandonnée. Et j'ai peur que si nous n'y revenons pas, nous aurons des difficultés. Nous aurons des difficultés. Et il arrive même que, je l'apprends parce que je n'ai pas encore été là, que lors des délibérations, la délibération dans une école secondaire se fait en Kirundi. Je trouve que c'est anormal, parce que si nous voulons réellement valoriser
la langue française, qui est une langue d'enseignement, il faudrait, comme vous l'avez demandé, qu'on mette sur pied une loi qui exige à ce que, lors d'une délibération, que ça se fasse en français. Et je pense que ça serait une chose intéressante. L'élite burundaise, je veux dire, ceux qui vivent et ceux qui sont partis, nous avons cette responsabilité historique d'avoir refusé à nos enfants la facilité d'étudier toutes les matières dans leur langue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu un pays développé qui a enseigné ses enfants dans une autre langue? On est vraiment en retard par rapport à la valorisation de notre propre langue, qui devait être suffisamment, disons, enrichie pour être exploitée dans les formations complètes.